Carl Jung soutenait que l'individu ne peut découvrir son véritable soi sans passer par une destruction préalable. Pourtant, nous vivons dans une culture qui résiste farouchement à cette destruction. Nous avons été conditionnés à cacher la douleur derrière des masques de réussite, à réprimer la tristesse et à envelopper le chaos intérieur de rationalité. Mais à l'intérieur, une tempête continue de faire rage. Jung soulignait que la vraie connaissance de soi n'émerge pas d'une vie insouciante, mais résulte de crises intérieures. Et ces 5 crises fondamentales, qui représentent les nuits sombres de l'âme, doivent être traversées si tu souhaites découvrir qui tu es réellement. Ce n'est pas un processus linéaire, mais une alchimie de l'âme qui transforme la douleur en sagesse. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 5 crises psychologiques essentielles à la transformation intérieure. Chacune d'elles te mettra à genoux, tout en éveillant en toi quelque chose de plus profond, quelque chose qui a longtemps été enfoui sous ce que tu appelles le moi. Es-tu prêt à faire face à la vérité sur toi-même? Commençons par la première crise, la perte d'illusion. Crise numéro 1. La perte d'illusion. Cette crise arrive de manière insidieuse. Elle se manifeste par un murmure de doute dans des domaines où tu te sentais autrefois en sécurité. Le travail, les relations, la foi, l'amitié, tout ce qui te donnait jadis un sens commence à s'estomper. Les choses qui te procuraient autrefois du plaisir perdent soudainement leur éclat, et pire encore, tu commences à apercevoir des fissures dans l'image que tu as de toi-même. Le masque que tu as patiemment construit pendant des années commence à se fissurer. Tu n'es plus celui que tu pensais être. Et peut-être ne l'as-tu jamais vraiment été. Carl Jung appelait ce moment le début de l'individuation, c'est-à-dire le moment où l'ancien moi commence à se désintégrer et où le vrai moi fait son apparition. Mais ce processus n'est pas sans douleur. Tout ce qui était familier tremble jusqu'à ses fondations. Beaucoup cherchent à ce stade à retourner à leur routine, à leurs anciennes certitudes, à l'illusion que tout va bien. Mais quelque chose en toi ne le permet plus. Cette crise t'oblige à voir le monde tel qu'il est réellement et non tel que tu souhaiterais qu'il soit. Et surtout, elle t'invite à te regarder sans filtre. Tous ces déguisements, toutes ces attentes que tu t'imposes, tous les rôles que tu joues, paraissent soudain absurdes. À ce stade, des sentiments de tristesse, d'épuisement ou un profond sentiment de perte de repères sont souvent présents. Juste au moment où tout semble s'effondrer, tu commences à poser des questions fondamentales. Et c'est là que tout devient crucial. Sans l'effondrement des illusions, tu ne trouveras jamais ta vérité. Crise numéro 2. Rencontre avec l'ombre. Une fois que les illusions s'estompent, tu fais face à quelque chose qui te fait peut-être plus peur que l'incertitude elle-même, ta propre ombre. Jung a défini l'ombre comme cette part de notre personnalité que nous cherchons à ignorer. Tout ce que nous percevons comme inacceptable, mauvais, faible ou sombre, nous essayons de le refouler dans l'inconscient. Pourtant, cette part ne disparaît pas. Elle se cache dans nos rêves, dans des explosions inattendues d'émotions et dans des relations destructrices. Et maintenant, lorsque tu es sans masque, l'ombre émerge à la lumière. Tu commences à ressentir des sentiments de culpabilité inexpliqués, des accès de colère, des sensations d'infériorité ou des conflits intérieurs. Tu pourrais te rendre compte que tu agis de façon surprenante, par exemple, que tu blesses, manipules ou que tu as des besoins que tu as réprimés toute ta vie. L'ombre est le résumé de ce que tu as refusé d'être, et c'est elle qui contient la clé de ton soi véritable. À ce stade, il est crucial de ne pas céder à la peur, ni de faire marche arrière. Jung ne dit pas que nous devons éliminer l'ombre, mais l'accepter. Prendre conscience que l'obscurité fait partie de nous et que la force ne vient pas du déni de nos faiblesses, mais de leur intégration. Chacun de nous porte des recoins sombres en soi. La question est de savoir si nous en avons peur ou si nous osons y pénétrer.
Cette crise accompagne souvent une thérapie, une introspection profonde ou la solitude. C'est une période où nos yeux s'ouvrent non seulement sur le monde, mais aussi sur nous-mêmes. Ce n'est qu'à travers cette rencontre avec l'ombre que s'ouvre la voie à de véritables transformations. Crise 3. La mort de l'ancien moi. Une fois que les illusions s'évanouissent et que l'ombre se dévoile, vient un moment où il n'est plus possible de continuer à faire semblant. Quelque chose en toi meurt. Ce n'est peut-être pas une douleur physique, mais elle est d'autant plus intense. La mort de l'ancien moi ne signifie pas la fin du chemin de vie. Cela marque la fin de la fausse histoire que tu t'es racontée toute ta vie. Les schémas, les rôles, les attentes et les identités que le monde t'a imposées ou que tu t'es construit perdent désormais leur sens, et cela fait mal. Parce que nous étions habitués à ces récits. Ils nous donnaient un sentiment de sécurité et conformaient notre image de nous-mêmes, mais ils n'étaient pas vrais. À ce stade, tu peux avoir l'impression de ne plus savoir qui tu es et de te dissoudre. Ton entourage ne comprend pas cela, ils veulent te ramener à un état qu'ils connaissent, mais tu sais déjà que ce n'est pas possible. Pourtant, tu ne vois pas ce qui pourrait suivre. C'est le vide entre deux mondes. Jung appelle cette phase nigredo, la nuit noire de l'âme, un processus alchimique de décomposition. Tout comme en alchimie, ici aussi, la mort est nécessaire à la naissance d'une nouvelle vie. Le silence de cette étape est troublant. Tu peux te sentir seul, perdu et sans aucune direction. Mais c'est précisément ici, dans ce vide, que germe la semence de ton moi authentique. Pas ce que tu devrais être, mais vraiment ton essence. La mort de l'ancien moi est douloureuse, mais c'est la naissance de quelque chose de véritable. Supporter cette crise sans fuir est un acte de courage suprême. 4e crise, abandon et vide intérieur. Après la mort de l'ancien moi, il n'y a pas de paix, seulement un silence. Et c'est dans ce silence que naît la 4e crise. Un profond sentiment d'abandon. Tu te sens déraciné, comme si tu n'appartiens à aucun endroit. Les anciennes relations ne t'apportent plus de satisfaction et les nouvelles ne font que commencer à se créer. Les gens autour de toi remarquent que tu as changé, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Le monde intérieur, bâti sur d'anciens fondements, s'effondre et tu te retrouves au cœur de ces ruines, sans carte ni boussole. Juste une intuition qu'il existe quelque part à l'intérieur une nouvelle direction, mais tu ne l'aperçois pas encore. Jung associait cette phase à l'archétype de l'ermite, qui s'éloigne du brouhaha du monde pour écouter la vérité de son âme. Mais, contrairement aux idéaux romantiques, ce chemin n'est ni beau ni paisible. C'est un vide qui te confronte à tout ce que tu as jusque-là ignoré, ta dépendance à la reconnaissance, ta peur du rejet, ton insécurité intérieure, ta difficulté à rester seul avec toi-même. Et c'est ici que commence la transformation. Non pas en faisant intervenir quelque chose de l'extérieur, mais en commençant à écouter. Les premiers signes d'un nouveau message intérieur font leur apparition, silencieux, mais limpides. Ce n'est pas la voix de l'ego qui cherche la reconnaissance, c'est la voix de l'âme qui appelle à un sens. À ce stade, un véritable lien se crée avec la guidance intérieure et tu prends conscience pour la première fois que tu n'es pas seul, qu'il existe quelque chose de plus profond que tes pensées et tes émotions. Quelque chose qui a toujours été là, attendant que tu atteignes un état où tu puisses l'entendre. 5e crise. L'appel à l'authenticité. Après une période de séparation, la transformation commence. Pas soudainement, de façon spectaculaire, mais plutôt doucement, comme le premier rayon de soleil après un long hiver. Cette 5e crise n'est pas destructive comme les précédentes. Elle représente plutôt une pression silencieuse, mais incessante, venue de l'intérieur. L'appel à la vérité. Tu ne peux plus revenir aux faux semblants, aux anciens jeux, ni aux rôles qui auparavant te procuraient un sentiment de sécurité. Maintenant, ils te semblent être des costumes qui ne te vont plus.
Tu sens que tu dois vivre en accord avec ce que tu as découvert, même si cela signifie aller à contre-courant. Jung croyait que le moi authentique ne se révèle pas soudainement, mais lentement, à travers les actions. Chaque choix, chaque relation, chaque décision devient le reflet de ce que tu deviens. C'est ici que se présente le plus grand défi, avoir le courage d'être soi-même dans le monde réel. Pas dans l'isolement, pas dans l'introspection, mais en contact avec les autres qui te perçoivent autrement. Tu commences à remarquer que les conversations superficielles te lassent et que tu es attiré par des personnes qui perçoivent la profondeur, tandis que tes priorités évoluent. Il est possible que tu perdes certains amis, et peut-être que certains ne te comprendront pas. Mais d'un autre côté, de nouvelles personnes feront leur apparition, avec qui tu n'auras pas besoin de faire semblant. Cette crise est paradoxale. C'est la naissance d'un nouveau type de liberté et en même temps d'un grand sentiment de responsabilité. Tu sais maintenant que tu ne peux pas mener la vie de quelqu'un d'autre et tu sais aussi que la vérité que tu as découverte en toi te guidera toujours, chaque fois que tu t'en éloigneras. Après la crise vient l'épreuve, avoir le courage de rester fidèle à soi-même. Lorsque le vrai moi apparaît, cela ne marque pas la fin du chemin. Au contraire, la partie la plus difficile commence maintenant, vivre selon lui. Beaucoup pensent que se trouver signifie enfin atteindre la paix. Mais Jung nous a prévenus, le vrai soi n'est pas une consolation, c'est un défi. Cela signifie dire non là où tu aurais accepté par peur. Cela signifie quitter des lieux qui ne te servent plus, même s'ils sont confortables. Cela signifie dire la vérité, même si tes genoux tremblent. Au début, tu peux avoir l'impression que tout se complique. Tu peux ressentir la perte de certitude, de statut ou de relations passées. Cependant, ce n'est pas une véritable perte. C'est le prix de l'intégrité authentique. À ce stade, les premiers conflits profonds commencent à surgir entre le nouveau moi et les anciens engagements. Tout à coup, tu dois te demander ce que signifie la loyauté et ce qui relève déjà de la trahison envers soi-même. Parfois, tu dois décider si tu veux t'accrocher à une relation confortable mais vide, ou si tu oses entrer dans l'incertitude où tu peux au moins respirer. Jung appelait cette phase la fonction transcendantale. C'est la capacité de rassembler des opposés et de maintenir la tension entre ce qui a été et ce qui vient. C'est une période où tu ne peux pas éviter la déception, mais en même temps, tu vivras une profonde connexion avec toi-même. Chaque acte, chaque décision devient le reflet d'une nouvelle identité. Tu n'as plus d'endroit où fuir, tu sais déjà. Et détenir cette connaissance implique des responsabilités. Maintenant, il t'appartient de rester fidèle à ce que tu as découvert ou de retourner au silence que tu as déjà vécu. L'intégrité n'est pas sans difficulté, intégration et retour dans le monde. Après toutes les crises, les effondrements et les renaissances, vient un moment qu'on ne peut pas anticiper, le retour. Jung parlait de l'archétype du héros qui, après une descente aux enfers, c'est-à-dire dans son propre inconscient, ne pénètre pas dans le paradis, mais revient vers les gens. Mais maintenant, il est différent. Et c'est ici que se présente la dernière épreuve. Comment vivre une vie ordinaire quand on est devenu différent? Comment se réintégrer dans la société sans perdre ce que l'on a trouvé? L'intégrité ne repose pas sur le fait de devenir parfait. C'est la capacité d'être un être humain entier. On accepte sa lumière et son ombre. On est capable d'être fort et vulnérable, aimer, mais aussi poser des limites, être présent et conscient, tout en restant authentiquement humain. Cette phase est souvent la plus difficile, car la société cherche à nous remettre dans une case. Les gens veulent nous réassigner notre ancienne identité, mais ce n'est plus possible. Et pourtant, on désire la connexion. On ne veut pas être aliéné, un mystique caché dans une grotte. On veut vivre pleinement, tout en restant vrai. Et cela signifie exister dans le monde, mais pas selon ses conditions. C'est ici que se révèle la véritable profondeur de la transformation.
On n'est plus victime des circonstances. On n'est plus dépendant de ce que les autres pensent de nous. Pas parce qu'on serait arrogant, mais parce qu'on a touché quelque chose de plus profond. Une nouvelle étape commence, pas en tant que personne totalement nouvelle, mais en tant que celui qui se souvient de qui il est vraiment. Et c'est un don qu'on ne peut échanger contre le confort de l'ancien monde, la vie après la transformation. Quand il devient impossible de jouer les mêmes jeux, peut-être a-t-on l'impression que, dès qu'on surmonte toutes ces crises, la vie sera plus facile. En réalité, c'est tout le contraire. La vie après une transformation intérieure n'est pas plus simple, elle est plus authentique, et cela signifie qu'on ne peut plus ignorer ce qui tourmentait auparavant. On ne peut plus faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il n'est pas possible de jouer un rôle juste pour rester populaire, et cela conduira à de nouveaux conflits, mais aussi à de nouvelles opportunités. Jung avertissait qu'un des signes de la croissance intérieure est la perte de tolérance pour l'inauthenticité. On commence à reconnaître là où les choses sont fausses, là où l'on joue la comédie, là où l'âme est perdue. Pas parce qu'on veut critiquer, mais parce que notre âme ne peut plus supporter le mensonge. On peut arriver à un stade où l'on se sent étranger dans sa propre vie. Le travail, les relations et les routines qui fonctionnaient autrefois ne fonctionnent plus. On n'est pas supérieur, on est juste différent. Et cela demande un nouveau courage. Ne pas retomber dans les anciens schémas. À ce stade, une nouvelle question se pose. Comment vivre avec la vérité que tu connais, sans pour autant te couper du monde? Est-il possible d'appartenir à la société sans renier qui tu es vraiment? Jung dirait que oui, mais cela demande une conscience et une attention constante au quotidien. Et surtout, de la bienveillance envers toi-même, car même après toutes les crises, nous restons humains. Avec nos doutes, nos faiblesses, avec des jours où nous oublions. Mais la différence, c'est que tu sais désormais où revenir. Tu as une ancre. Et cette ancre, tu ne l'as pas trouvée à l'extérieur. Tu l'as découverte en toi, un compas silencieux en ton intérieur, l'intuition comme la voix de ton vrai moi. En traversant toutes ces crises sans te perdre, tu commences à entendre quelque chose qui a toujours été là, mais que tu ne remarquais pas avant. Jung l'appelait la voix intérieure, d'autres parlent d'intuition. Mais ce n'est ni un instinct de survie, ni une émotion. C'est une perception plus profonde, qui vient d'un lieu lié à la vérité. Elle agit comme un compas silencieux qui ne critique pas, ne s'impose pas, mais indique la bonne direction. Et plus tu y prêtes attention, plus tu apprends à lui faire confiance. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes programmés pour écouter tout le monde sauf nous-mêmes, les publicités, les parents, les professeurs, les patrons, les autorités. Mais aucun d'eux ne vit ta vie. Personne ne paiera le prix si tu te trahis toi-même. C'est pourquoi la capacité à reconnaître cette voix intérieure est un des cadeaux les plus précieux que peuvent offrir les crises. Cela ne veut pas dire que tout sera résolu, mais que tu gagnes une ressource sur laquelle tu peux t'appuyer. L'intuition ne te protège pas de la douleur, mais elle t'aide à distinguer où se trouve la douleur qui peut te faire grandir et où tu répètes de vieux schémas. Elle t'aide à voir les personnes et les situations non pas avec les yeux de l'ego, mais à travers le cœur. Et c'est révolutionnaire. Beaucoup attendent un signe venant du dehors. Tu sais déjà que les signes viennent de l'intérieur, sous forme d'inquiétude, de murmures silencieux ou même de résistance physique. Le corps et l'âme commencent à dialoguer, et c'est un langage que personne ne peut enlever. La vie devient alors un échange, pas seulement une quête pour un rôle parfait, mais un accord permanent avec tes vérités intérieures et celles qui t'entourent. Quand la douleur cesse d'être ton ennemi et devient ton enseignante, après tout ce que tu as traversé, tu commences à comprendre quelque chose d'essentiel. La douleur n'est pas ce qui te détruit, c'est ta résistance à elle qui génère la souffrance. Jung disait que la souffrance persiste non seulement parce qu'elle existe, mais aussi parce que nous y résistons.
Dès que tu cesses de voir la douleur comme une ennemie et que tu commences à la considérer comme un messager, ta relation avec la vie change profondément. Tu arrêtes de chercher à éviter ce qui est difficile et tu commences à explorer ce que tu peux apprendre de ces situations. Chaque crise que nous avons décrite, la perte d'illusion, la rencontre avec son ombre, la mort de son ancien soi, la solitude, l'appel à l'authenticité, tous ces moments furent douloureux, mais en même temps, ils ouvraient des portes vers quelque chose de plus profond. Et c'est un schéma qui commence à se répéter. Tu sais déjà que lorsque la douleur arrive, quelque chose s'active dans ton monde intérieur. Peut-être te montre-t-elle où tu t'es égaré. Peut-être t'incite-t-elle à ne plus rester silencieux. Peut-être te force-t-elle à ralentir. Et peut-être t'enseigne-t-elle à aimer davantage, tant toi-même que les autres. Cette nouvelle relation à la douleur change tout de façon radicale. Tu n'as plus besoin de la résoudre immédiatement. Tu apprends à coexister avec elle, à respirer avec elle et à l'écouter. Et dans ce processus, une force plus profonde se forge en toi, une force qui ne vient pas de la dureté, mais de la douceur. Le monde continuera de te pousser à l'éviter. Il t'offrira des échappatoires, des distractions et un engourdissement. Pourtant, tu sais maintenant que ta vérité se cache précisément là où la douleur est la plus intense. Et quand tu acceptes la douleur, elle devient ton allié. Renaissance. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais d'être celui que tu as toujours été. Après toutes les tempêtes, après les pertes intérieures, après avoir rencontré tes ombres et la solitude, quelque chose commence à changer. Non pas grâce à des miracles extérieurs, mais par la présence silencieuse en toi. Tu n'es pas une nouvelle personne. Tu es juste plus proche de ton vrai moi que jamais auparavant. La renaissance, dans la conception jungienne, n'a pas pour but de te transformer en quelqu'un d'autre. C'est un retour. Un retour à l'ego d'origine, non déformé et vrai, qui a toujours été caché en toi, enfoui sous des attentes, des peurs et des masques sociaux. À ce stade, rien ne se passe de manière dramatique. Pourtant, tout a changé. La façon dont tu perçois les relations, comment tu vois le temps, comment tu écoutes ton corps, comment tu interprètes tes rêves. Tu cesses de chercher le bonheur comme un but et commencer à le voir comme naturellement découlant d'une expérience authentique. Tu ne t'attends plus à ce que quelqu'un te sauve, et pourtant, tu restes ouvert à l'amour. Tu ne te bats plus pour ta place dans le monde, et pourtant, tu la trouves. La renaissance n'est pas une fin, c'est le début d'un nouveau type d'existence. Une vie où la douleur a sa place, où même la vulnérabilité représente une forme de force, où même les échecs font partie du chemin. Il n'est plus nécessaire de prouver aux autres qui tu es. Tu le ressens, et cette prise de conscience vient de toi. Pas comme un ego, mais comme une paix intérieure. Une telle renaissance te place dans un nouveau rôle, pas au-dessus des autres, mais parmi eux. Comme celui qui a traversé le feu pour pouvoir tenir l'espace pour les autres en silence, comme celui qui ne sait pas tout, mais qui sait déjà où chercher des réponses. À l'intérieur, ta transformation influence bien plus que toi-même. L'idée selon laquelle le travail introspectif serait égoïste est l'un des plus grands malentendus de notre époque. Penser que se recentrer sur soi signifie se détacher du monde est une erreur. Jung avait une autre perspective. Il considérait que le plus grand enrichissement pour la société vient d'un individu qui a découvert son véritable soi. Pourquoi ? Parce qu'un tel individu devient moins un instrument inconscient des ombres collectives. Il cesse de projeter sa douleur sur son environnement, car il l'a intégrée en lui. Quand tu te transformes, ta présence elle aussi change. Les gens le ressentent. Même s'ils ne savent pas toujours le formuler, ils perçoivent cette sérénité, cette clarté et cette profondeur. Tu ne peux plus être manipulé, car tu connais ta propre valeur. Tu n'as plus besoin de te protéger, car tu n'es plus en guerre contre toi-même. Et cela se transmet, non par les mots, mais par ton être. De plus, tes histoires.
Toutes les crises que tu as traversées deviennent une lumière pour les autres, pas sous forme de conseils, mais comme une preuve silencieuse qu'il est possible de survivre, de se transformer et de trouver un sens. Le monde d'aujourd'hui n'a pas besoin de plus d'opinions, mais de plus de personnes capables de voir vraiment. Ton chemin n'est pas seulement le tien. Chaque pas que tu fais vers ta vérité crée un espace où les autres peuvent respirer. Chaque rejet d'illusion, chaque acceptation de soi, chaque acte de bienveillance envers soi résonne bien au-delà des limites de ta vie personnelle. En te transformant, tu modifies le champ collectif. Ta douleur et tes victoires deviennent un pont. Un pont entre l'ancien monde de la peur et le nouveau monde de la vérité. La vie est un chemin, pas une destination. Une transformation cyclique. Peut-être pensais-tu qu'en traversant ces 5 crises, tout serait terminé. Mais la réalité est différente. Le chemin vers soi ne s'achève jamais. Jung rappelait souvent que le processus d'individuation n'est pas un événement ponctuel. C'est un dialogue continu entre le conscient et l'inconscient, entre ce que tu sais et ce qui commence à émerger. Chaque nouvelle étape de la vie apporte des couches supplémentaires, de nouveaux défis, de nouvelles ombres à intégrer, de nouvelles épreuves. Mais à présent, tu n'as plus peur. Tu sais déjà que la désintégration n'est pas une fin. C'est le commencement de quelque chose de plus profond. Et ainsi, les cycles se répètent. Une nouvelle crise d'identité peut survenir, une autre perte, une autre ombre, un autre vide. Mais tu sais désormais que même dans ce chaos, un ordre est caché. Tu prends conscience que rien n'est anodin et que chaque chute peut te rapprocher de toi-même si tu l'acceptes. Cette sagesse t'apporte la paix. Tu n'as plus besoin de courir, de rivaliser ou de te justifier. Au contraire, tu deviens un spectateur, un acteur et un créateur. Avec chaque nouvelle expérience, tu retournes vers toi-même, mais toujours plus profondément. Ton vrai moi ne se révèle pas de façon permanente. Il grandit, mûrit et évolue progressivement. La vie cesse d'être une simple tâche, elle devient une relation. Une relation entre toi et quelque chose qui dépasse ton propre moi, la conscience, l'âme, l'être. Dès que tu comprends cela, tu commences à accueillir même les moments difficiles avec humilité, parce que tu sais qu'ils ne sont pas des obstacles, mais des portes. Le plus grand courage, c'est de rester fidèle à soi-même dans un environnement qui t'apprend à être autre. Au bout de ce chemin, il n'y a ni applaudissements, ni médailles, ni acclamations, seulement le silence. Mais dans ce silence, quelque chose a changé. Tu ne cherches plus à l'extérieur ce que tu as découvert à l'intérieur. Tu n'as plus besoin de l'approbation du monde. Tu sais désormais, et ce savoir n'est pas une pensée. C'est une présence. Carl Jung pensait que découvrir son vrai moi représente la plus grande tâche qu'un individu puisse accomplir. Pourtant, il croyait aussi que ce n'est pas donné à tous. Cela demande du courage, la volonté de se défaire de soi et surtout une honnêteté souvent plus douloureuse que toute autre souffrance. Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu te reconnais dans ces mots, tu sais que ce chemin a du sens. Pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il est vrai. Et ce que tu découvriras au bout, ce ne sont pas des réponses, mais une relation avec toi-même, avec la vie, avec le monde. Tu ne poses plus de questions, mais tu perçois tout autrement. Peut-être est-il temps de partager. Car ton histoire peut être une lumière pour quelqu'un plongé dans les ténèbres. Écris dans les commentaires, pense autrement. Si tu crois, toi aussi, que la crise peut être un cadeau. Et si tu le souhaites, partage ce que tu traverses parmi ces 5 crises. Tes expériences peuvent devenir une boussole pour d'autres âmes sur leur chemin, et c'est par ce partage qu'un nouveau cercle peut commencer.